Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la santé mentale des enfants ayant subi des violences sexuelles. Avec notre invité, Dr Lamis Medjouda, nous allons pédopsychiatre à l'hôpital d'Eid Hossein, nous allons revenir sur les symptômes qui devraient alerter les parents. Que prévoit la loi algérienne contre les auteurs d'agressions sexuelles et la pédophilie? Et surtout, quelles sont les conséquences sur la santé mentale de l'enfant à l'âge adulte? Bonjour, docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation et merci de votre confiance. Avec grand plaisir. Surtout ravie qu'une question aussi sensible que celle-ci, dans une société comme la nôtre, commence à émerger. Vous savez, la vidéo, vous avez dû sûrement entendre parler, la vidéo qui circule sur le net, qui a vraiment mis en émoi toute une grande partie de la société, enfin, en tout cas des internautes. Elle nous a vraiment donné à réfléchir sur ce fléau en Algérie. Donc c'est pour ça qu'il était vraiment de notre devoir d'en parler et de sensibiliser et de... Voilà, sensibiliser, mais surtout vulgariser. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme. Donc voilà, j'espère qu'on sera à la hauteur de notre tâche. Inch'Allah. Donc est-ce que vous avez des chiffres, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres approximatifs sur le nombre d'enfants ayant subi des agressions sexuelles, éventuellement ces 3 dernières années? Écoutez, nous n'avons pas au jour d'aujourd'hui des chiffres officiels et suffisamment représentatifs du phénomène. Nous avons bien entendu des études ou des recherches qui sont menées par diverses disciplines, comme par exemple la pédopsychiatrie, la psychologie ou la sociologie, autour en général d'un des aspects de la question des agressions sexuelles sur enfants. Et c'est d'ailleurs la question que vous posez là, et d'ailleurs un des gros problèmes de ce sujet, c'est parce qu'il est très difficile d'avoir des chiffres parlants à cause justement de la sensibilité de la question et peut-être aussi à cause de ce qu'englobe la définition de l'agression sexuelle sur enfant. Oui, c'est ça. C'est ça. Déjà, non seulement, en fait, on n'a pas... C'est un sujet tabou. En plus, les chiffres font que ça accentue le côté inexistant, qu'on croit inexistant. Oui, enfin, moi, oui, il y a aussi ce que ça implique et ce que ça englobe. Parce que vous savez, quand on parle d'agression sexuelle sur enfants, ça comprend tout acte de nature sexuelle. Oui, tout à fait, tout à fait. Contre une personne mineure, c'est-à-dire moyennant une menace, la force, l'intimidation, la manipulation, et puis pouvant aller du simple, de ce qu'on pourrait appeler comme simple attouchement jusqu'au viol. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire c'est une question quand même très large. Tout à fait. Très large, voilà. Comme je me suis renseignée un petit peu, j'avais même lu que imposer à un enfant de voir des films pour adultes, voilà, on ne va pas trop rentrer dans les détails, c'est une forme de violence sexuelle. Ah oui. En tout cas, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, on est en plein dans l'agression pour enfants. Voilà, ça doit inciter à avoir ou à regarder ou à contribuer, quelle que soit la manière dont il contribuera, avec laquelle il contribuera. Très bien, très bien. C'est-à-dire, voilà, au moins maintenant, globalement, on sait que qu'est-ce qui rentre exactement dans le cadre de violences sexuelles. Oui. Maintenant, par rapport aux changements, quels sont les changements de comportement qui devraient alerter les parents en cas d'agression sexuelle sur enfants? Ah oui.
Alors, il faut savoir que la clinique va vraiment dépendre de l'âge de l'enfant. Quand je dis l'âge, c'est-à-dire, je parle de l'âge d'abord développemental hein, de l'enfant, Mhm. son âge cognitif, Oui. où est-ce il en est arrivé dans son développement cérébral et cognitif, et puis son âge langagier, c'est-à-dire est-ce que c'est un enfant qui a la capacité de parler et de dire des choses ou qui n'en a pas encore. Donc, vous voyez, Mm, 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 mm. pourquoi je fais cette... Et puis moi, je fais la distinction entre les agressions menées, la clinique sur les enfants de moins de 3 ans ou autour de Oui, 3 ans et sur les enfants un peu plus grands, parce qu'il y a des agressions bien sûr. perpétrées sur des enfants autour de l'âge de 3 4 ans. Alors, vraiment pour faire schématique, quand ils sont tout petits, déjà, l'enfant peut directement rapporter un abus avec... par contre, il utilisera des mots très simples et puis en lien avec ses possibilités. Oui, Par exemple, les tout petits, bah, ils peuvent montrer directement la région agressée. C'est-à-dire qu'on peut être surpris, l'enfant, on se dit, bah, voilà, comment est-ce qu'on va comprendre que... oui, oui, oui. Parce que... très simple, Mhm. direct. Et ben, il va montrer directement la région agressée. Et puis, il y a beaucoup de signes indirects qui traduisent en fait la conséquence d'un traumatisme récent. Par exemple, c'est des enfants qui auront peur, ils seront agités, irritables, ils auront peut-être des troubles du sommeil, des cauchemars, D'accord. des hurlements. C'est des bébés qui peuvent manifester des hurlements face à une situation similaire. Par exemple, D'accord. ou là, ils sont en train de l'habiller ou de le changer. Il peut y avoir des signes régressifs. Mm. C'est-à-dire qu'un petit qui commençait à devenir plus ou moins autonome, on va dire, ses parents. Oui, oui, oui. Refuser de se séparer de ses parents, il va perdre certaines acquisitions. Par exemple, s'il a l'habitude de s'habiller seul, il va plus le faire. Oui, c'est Il ça. peut présenter des signes en lien avec des rappels comme ça douloureux, comme par exemple le refus de change, le refus d'être examiné. Oui, Il y a des gosses, par exemple, qui peuvent présenter des douleurs abdominales, une régression. Par exemple, un enfant qui porte plus la couche ou qui est autonome, en tout cas sur le plan sphinctérien, voilà, le d'accord, problème ok. du pipi et du caca va revenir. Il Ok. peut présenter, alors les tout petits peuvent présenter, ça, c'est des choses qu'on peut rencontrer, qu'on a rencontrées en consultation, mais comme des gestes assez sexualisés sur l'adulte ou sur un autre enfant. C'est des choses qu'il n'est pas censé vivre Oui, ou, c'est-à-dire, oui, ou- s'il les reproduit, c'est qu'il les a vus quelque part. voilà, vous voyez, il y a des choses comme ça. Après, quand ils sont un peu plus grands, quand ils sont un peu plus grands, ça se verra autrement. Par exemple, chez les enfants de 8, 9, 10 ans, c'est des enfants qui vont peut-être s'isoler, ne pas raconter leur journée, Mm. ils vont se désintéresser de ce qu'ils aimaient faire, ils vont refuser par exemple d'aller seuls quelque part, alors que c'est des choses qui ne leur posaient pas problème. Par exemple, il faut toujours regarder les résultats scolaires, s'ils se dégradent Voilà, en fait, ou c'est ça, si tout à les fait, notes tout à fait. dégringolent. Par exemple, c'est des enfants qui peuvent refuser les marques de tendresse, de Mm. physique. Vous voyez, c'est des choses assez subtiles comme ça, mais qui ne sont pas spécifiques hein, du diagnostic d'agression sexuelle sur enfant, mais on va les mêler à un contexte, ça peut nous aider à apporter le diagnostic. Ouais, c'est ça. Vous savez, il y a des enfants qui peuvent... par exemple, une petite fille de 9 ans, j'ai le souvenir d'une petite fille de 8 9 ans à peu Mhm. près, qui refusait, par exemple, de se dévêtir pour prendre son bain à côté de sa maman ou à Ouais, côté c'est de... fou Voilà, ça. et qui peut refuser un examen médical parce que le fait de se dévêtir lui pose... Problème. lui poser Oui. problème. Et puis, il y a des choses qu'on peut rencontrer, comme par exemple, c'est des enfants qui peuvent mimer un peu des gestes sexuels. Ça, c'est des choses qu'on peut observer en consultation pédopsychiatrique. Oui, 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 On tout offre à du fait, oui, oui, matériel j'imagine. aux enfants, et puis ils vont se mettre à mimer des situations ou des jeux sexuels
auxquels normalement ils n'ont pas encore accès. Hein, Oui. vous voyez, donc Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est tous. c'est tous les signes psychologiques comme ça qui peuvent se manifester. Puis à côté de ça, il y a bien entendu les signes physiques. Les signes physiques, après, c'est les pédiatres, les Oui. stylistes et les médecins légistes les connaissent bien. C'est-à-dire, c'est des bleus, des ecchymoses. Il faut toujours faire un examen somatique complet à la recherche d'ecchymoses, de bleus, enfin, de plaies autour des régions génitales, Oui, tout à fait, d'infections tout à fait. répétées, des choses comme ça. D'accord, très bien. Et quelles sont les conséquences sur la santé mentale? Je dis bien la santé mentale parce que c'est vrai qu'on a tendance, on entend souvent dans la société dire bon, c'est vrai que c'est traumatisant, ça qui connaît ça, qui ça. Donc est-ce qu'il y a des répercussions sur la santé mentale de l'enfant? Ah, oui, non, c'est une excellente question parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le développement d'un enfant, il est comme marqué par plusieurs types d'expériences. Alors, ce sont des expériences, le développement, je parle de développement normal hein, d'un enfant. Il y a des expériences corporelles qu'il va vivre, il va apprendre à assumer son corps, à marcher, à tomber, à se relever, etc. Il y a des expériences émotionnelles. Donc, le petit, il aura peur, il va ressentir de la joie, voilà. Et puis, il y a des expériences affectives, il va aimer, il va détester, Et puis, l'intégration de toutes ces expériences va influencer l'idée et la représentation qu'il aura de lui-même et des autres. Donc, ça, c'est dans la norme. Maintenant, lorsqu'il va vivre un événement traumatogène comme celui-là, cet événement, il va forcément perturber ce qui est en train de se mettre en place chez cet enfant. Puisque je disais juste maintenant qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans le développement d'un enfant. Il est clair que quand il vit un trauma pareil, ce trauma va faire effraction dans une machine qui est en train de se mettre en place. Et la question que vous posez, il faut savoir que la question des répercussions mentales des agressions sexuelles sur l'enfant, c'est actuellement un sujet de recherche dans le monde entier. Oui, donc, et ce qui est sûr actuellement, c'est que les victimes d'agressions sexuelles manifestent plus de stress après un trauma, plus de signes de dissociation. C'est des enfants qui auront plus tendance à présenter des symptomatologies dépressives, des troubles du comportement. Ils peuvent, par exemple, à l'âge adulte, adopter des comportements sexuels à risque. Ils sont plus susceptibles à, par exemple, de développer des dépendances, des consommations abusives d'alcool, de drogue, de choses comme ça. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a une étude que j'ai consultée hier, justement en préparant l'émission, qui parle même d'un risque de développer ou de connaître la violence dans justement les premières relations amoureuses et conjugales. Oui. Donc voilà. Quand vous dites une sexualité à risque, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est des prises de risque, c'est-à-dire qu'il y a ça c'est les études. Hein, Oui, bien sûr, parce que bon, c'est-à-dire je voudrais confirmer avec vous, parce qu'on trouve un peu de tout n'importe quoi sur le net. En fait, j'avais même entendu que des enfants ayant subi des enfants, garçons ou filles ayant subi des agressions sexuelles peuvent même entraîner la prostitution à l'âge adulte. Non, c'est pas... Oui, voilà. C'est pour ça que j'aimerais bien confirmer avec vous certaines informations. Après, bien sûr, c'est pas une science exacte. Hein, c'est les extrêmes. C'est vrai que ce n'est pas une science exacte et puis c'est pas une implication... ça ne se passe pas forcément comme ça, non, pas du tout. Tout ce qui est prise de risque, en fait, ce que je veux dire par là, les comportements sexuels à risque et les comportements à risque, c'est des gens qui n'auront pas tendance à être prudents, en fait. Hein, voilà. Ah, d'accord, j'ai compris. Ils peuvent se faire avoir plus rapidement. C'est-à-dire que cette question, en tout cas la question autour de la sexualité, peut poser problème dans diverses situations. Oui. Après,
il est clair que chaque histoire est une histoire. Tout à fait, chaque histoire, chaque environnement familial dans lequel évolue l'enfant, bien sûr, tout est... Oui. Rien n'est une science exacte, comme je disais. Et surtout, vous faites bien de souligner l'environnement et puis les histoires personnelles, parce que il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer ce qu'on appelle, nous, la résilience des victimes, c'est-à-dire le fait que la victime passe outre ce traumatisme. Oui. Par exemple, le soutien parental. Vous savez, les enfants qui ont été victimes de ça et qui ont bénéficié d'un soutien familial, parental important, eh ben, ils s'en sortent mieux que les autres. Et quand les enfants qui ont été suivis ou pris en charge et pour lesquels on a entamé, eh ben, ils s'en sortent. Voilà, ce n'est pas une conséquence obligatoire et directe. C'est traumatisant, ou bien comme vous dites, traumatogène, je ne connaissais pas ce mot, traumatogène, mais voilà, il y a une reconstruction et c'est possible de se reconstruire après. Voilà, c'est possible de se reconstruire après quand il y a des facteurs protecteurs, en fait, quand il y a un environnement qui protège ou un climat qui... Et aussi si les parents s'y prennent à l'avance et tant que l'enfant est jeune. Et oui, voilà. Et oui, parce que les parents, malheureusement, vous savez, c'est des situations où les parents peuvent ne pas se rendre compte de ce type d'agression, parce que le plus souvent, après vous pouvez me dire, pourquoi, comment ça se fait que les parents peuvent ne rien remarquer, parce que très souvent l'enfant il a peur quand il vit Bien sûr, tout à fait. C'est un enfant qu'on a peut-être menacé, ou peut-être qu'on a menacé quelqu'un qu'il aime. Parfois, vous savez, quand l'agresseur est du milieu familial, oui, ça c'est encore pire, effectivement. Aime profondément son agresseur. Il est arrivé que l'enfant aime profondément l'agresseur. Quand le sujet, vous savez, dans nos familles, parfois ce sujet est trop tabou pour être abordé. Tout à fait. Et puis, je vais vous dire, parfois les gosses, ils se sentent responsables de ce qui s'est passé, à tort bien entendu, et ils se sentent coupables, comme si qu'ils avaient encouragé ce type de comportement, et ça c'est terrible quand l'enfant a ce sentiment, vous voyez, alors qu'il est complètement, qui n'a rien à voir avec ce qui venait de se passer, mais parfois il peut se sentir responsable de ce qui s'est passé, puis ça fait taire le gosse, c'est-à-dire que mais bien sûr, il ne dit pas. Et puis la famille, même quand elle est censée voir, parfois elle rattache ça elle rattache par exemple le changement de comportement dont je viens de parler à d'autres événements que la famille est en train de vivre. Mais je ne sais pas moi, s'ils sont en train de vivre un deuil, une perte, un divorce, parfois ils mettent ça sur le dos d'une crise d'adolescence, enfin bon, vous voyez. C'est qu'elle peut voir le changement de comportement, mais le rattacher à autre chose, qui est tout à fait aussi logique. Oui. Penser que voilà, non, bon, je me lève parce que voilà. Et voilà. Faire des raccourcis, voilà. C'est pas simple. Bien sûr, tout à fait. Maintenant, on a parlé, merci pour vos réponses, c'est Sarah. On a parlé des conséquences sur la santé mentale. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'une violence sexuelle sur enfant pourrait engendrer des maladies psychosomatiques? Alors, le psychosoma, c'est toutes les maladies, en fait, en gros, je fais la carité. Oui, bien sûr. Psychique, qui va se manifester d'une manière organique ou somatique. Et effectivement, dans la clinique, il peut y avoir des manifestations psychosomatiques, comme par exemple, vous savez, les douleurs abdominales chez le petit, voilà, c'est une manifestation somatique qui peut être retrouvée comme conséquence d'une agression sexuelle. Après, une douleur abdominale, vous imaginez ce que c'est. Oui. Après, quoi. Oui. Enfin, vous, pour l'instant, vous parlez de l'enfant, c'est-à-dire il peut engendrer des maladies psychosomatiques
Ah, vous, votre question. Voilà, oui, peut-être, désolé, moi je j'ai pas précisé, c'est-à-dire je voulais dire, mais en même temps c'est bien de préciser, hein, des douleurs abdominales et tout, mais après, dans un deuxième temps, si vous voulez bien, de préciser, est-ce qu'il y a des maladies psychosomatiques à l'âge adulte? Euh, je ne pense pas qu'il y ait d'études à cas spécifiques Voilà, il n'y a pas encore d'études pour faire, voilà, pour de de- psychosoma, mais bon, après, il peut y avoir, vous savez, des troubles de conduite, il peut y avoir de l'abus, Mm, mm, mm. l'abus d'alcool, l'abus de drogue, non, il peut y avoir d'autres problèmes Voilà, à l'âge adulte, c'est ce qui... aussi sérieux, Mm, 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 mm. sérieux. Et puis, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est là, quand l'enfant vit un traumatisme pareil, la relation qu'il a à l'autre sera perturbée. Oui, Oui, tout à c'est une fait. question Il y a la notion de confiance qui est cassée. c'est une Hmm. notion de confiance. Et plus tôt arrive cette transgression ou cette agression ou ce trauma, et moins il aura confiance en l'autre. Et Oui, du oui, coup, oui. ça va entraîner des problèmes relationnels Tout à fait. importants. Et sur ces problèmes relationnels peut se greffer pas mal de troubles du comportement, notamment l'addiction, voilà. Oui, 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 non, c'est vrai que c'est... C'est un mauvais socle, hein, c'est-à-dire c'est un mauvais socle sur lequel va démarrer une vie et Tout à fait, relation. tout à fait. Ouais. D'accord, très bien, très très bien. Donc voilà, maintenant, grosso modo, par rapport à la santé mentale, est-ce que, oui, ça vient de me revenir, est-ce qu'un enfant ayant subi une agression, enfin voilà, des violences sexuelles étant plus jeune, peut devenir psychotique, par exemple? C'est-à-dire ayant vraiment un trouble mental, hein? Ah, oui, alors quand est-ce que par psychotique vous faites allusion à la schizophrénie Tout à fait. ou à des choses comme ça? Ah, d'accord. C'est-à-dire, alors la schizophrénie est une maladie mentale qui est presque actuellement codée, hein, génétiquement. Et alors les traumas comme par exemple celui de l'agression sexuelle peut venir précipiter. Il va venir précipiter quelque chose qui est déjà Ah, là. Vous d'accord, voyez, la ok. schizophrénie, c'est comme quelque chose de dormant, une maladie. Après, elle peut ne pas se manifester. Il peut venir précipiter le déclenchement ou venir, mais ça ne peut pas être une cause directe qui déclenche une schizophrénie, mais c'est un facteur Ouais, de ouais, ouais, ouais. stress qui peut lui précipiter, avancer, prématurer effectivement une symptomatologie. Très bien. C'est-à-dire vraiment, c'est l'élément, ça peut être un élément déclencheur Voilà, mais sur quelque chose qui était là, qui était latent. qui était en sourdine, voilà, exactement, qui était probablement latent. Mais D'accord, c'est un très facteur de stress, bien entendu, qu'il faut prendre en considération. D'accord, très très bien, parfait. Maintenant, par rapport, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie de l'émission concernant ce que prévoit la loi algérienne contre les auteurs d'agressions sexuelles et contre les pédophiles. Est-ce que vous avez une idée sur la question? Écoutez, l'idée que j'ai, c'est une idée générale. C'est vrai qu'il vaut mieux poser la question Tout à fait, oui, oui, oui. à un juriste ou même peut-être à un médecin, mais spécialisé en médecine légale. Mais elle prévoit ce que prévoit la loi de l'article. Il me semble de l'article 334 jusqu'à l'article 338 du Code pénal. Puis elle prévoit des peines allant il me semble, de 5 à 10 ans, hein, avec des amendes. Mais bon, il y a divers articles, Oui, oui. justement, autour des agressions sexuelles sur mineurs. Hein. D'accord. En fait, j'ai posé la question histoire de se sentir un petit peu plus, déjà d'être au courant qu'il y a des lois contre ça. Chose qu'on a tendance à oublier, qu'il y a des lois ici en Algérie qui protègent les enfants parce que c'est vraiment Ah, il y a mieux. Oui. Il y a autre chose. C'est qu'il y a vous savez, depuis 2015, il y a la loi de protection de l'enfance, la loi de protection et de promotion de l'enfance. Très bien. Et qui est très clair. D'ailleurs, l'organe de protection de l'enfance a mis
au service de la population un numéro vert qui est le 1111. C'est Parfait. un numéro vert afin de signaler toute situation de maltraitance. Mais chez Bark, la maltraitance, Ah, d'accord, c'est-à-dire vis-à-vis des enfants, de toute maltraitance, forme de maltraitance. toute forme de maltraitance physique, harcèlement psychologique, Très bien. etc. contre l'enfant. Donc il y a le 1111 qui est mis à la disposition de la Ça, c'est population. parfait. C'est l'organe national de la protection de l'enfance qui, voilà. Très, très bien, très, très bien. Maintenant, est-ce que vous savez D'ailleurs, j'allais vous poser cette question au début d'émission, mais كما يقولوا الهضرة رجعت Par rapport au lieu, est-ce qu'on a à peu près les... Est-ce que, en fonction de vos patients, vous pouvez faire une petite étude, vraiment كما يقولوا les grandes lignes, hein, sur le lieu où se passe une agression en général? Ben, les agressions arrivent sur dans les lieux fréquentés par l'enfant, Mhm. puis en fonction de son âge. Donc du coup, ça peut être n'importe où. Elles peuvent arriver malheureusement dans le milieu familial, Oui, bien sûr. elles avec, peuvent arriver dans l'entourage familial, elles peuvent arriver chez les voisins, dans l'immeuble. Dans certaines situations, j'ai envie de dire chez les tout petits, même dans les milieux où ils sont gardés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on n'y pense pas, hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas dans les garderies. C'est vrai que ça peut Voilà. arriver. Ça peut arriver à l'école, ça peut arriver Dans des clubs sportifs. voilà. Ah ben, voilà, vous voyez, c'est-à-dire que ça dépend de toute situation de la vie. Oui, oui, oui. d'un- Même dans les mosquées, hein, ça peut arriver. C'est-à-dire vraiment là où il y a un... Oui, après, par exemple, pour personnellement, je ne pense pas que ça se passe plus dans les mosquées. Après, bon, Oui, bien sûr, mais tous les lieux c'est plus où il y a des enfants, un adulte et des enfants. absolument, Voilà. absolument. Après, il y a des lieux qui sont plus choquants que d'autres. C'est-à-dire que quand ça se passe à l'école ou quand ça se passe à la mosquée, voilà, on va dire, Oui, oui. on est encore plus en colère. Oui, oui. De toute façon, je crois que la colère, quelle qu'elle soit, quel que soit le lieu, la colère, elle sera là. Après, c'est la notion de confiance qui va accentuer la colère, effectivement. Absolument, absolument. Effectivement. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Mais en cas d'agression avérée, quelles sont les démarches à suivre? Alors, quelle est la démarche à suivre? Je vais vous dire. Maintenant, ça dépend. Est-ce que vous posez la question pour... D'un point de vue... parce que la question se pose pour les professionnels et elle se pose aussi pour la population. Moi, j'ai envie de dire comme ça, puisque vous me posez la question. Mhm. Une des choses à faire actuellement, maintenant qu'il y a le numéro vert, etc., parce que vous savez, l'organe de protection de l'enfance, le 1111, il y a un service juridique, il y a un service psychologique, il y a un service, vous voyez, D'accord. c'est-à-dire que quand il y a une suspicion de maltraitance, quelle que soit la maltraitance, moi je conseille aux personnes de s'adresser directement à ce numéro vert, parce qu'il y a comme un service complet. Le service est censé être complet. Après, pour le professionnel, c'est un tout petit peu plus compliqué. Hein. Vous savez, quand moi je suis professionnelle, je suis en consultation, j'ai un gosse pour aller, on va dire, un motif de consultation donné, je me rends compte au cours de la consultation que il y a... Ah oui, d'accord, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un problème. Alors, avant 2015, avant la promulgation de la loi de protection de l'enfant, chaque professionnel faisait procéder en fonction de la situation qu'il rencontrait et puis en fonction de sa conscience. Hein. Mais depuis 2015, il y a une obligation, pour nous en tout cas, une obligation de signalement. Ah oui, d'accord. Hein. Il y a une obligation de signalement. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer à quel point c'est délicat, effectivement. C'est très délicat, c'est très compliqué. Alors, justement, pour nous aider, le ministère de la Santé, pour les modalités, hein, pour éclaircir les modalités de signalement, le ministère de la Santé, en 2016, a mis en place comme un groupe de travail formé de plusieurs
professionnels de différentes spécialités de l'enfant, alors des pédiatres, des CCIstes, des pédopsychiatres, des médecins légistes, et pour élaborer ce qu'on a appelé la fiche de signalement. La fiche de signalement الواحد يقدر يعمرها هكا un médecin يقدر يعمرها لا enfin هي في حق لازم عليه يعمرها et puis هذيك la fiche de signalement l'expérience de la fiche de signalement le ministère de la Santé il l'a lancé à Blida comme une expérience pilote. Très bien, très bien. Parce qu'à l'hôpital, à l'époque c'est l'hôpital dans lequel je travaillais, l'hôpital de France Fanon, qu'il y a toutes les spécialités autour de l'enfant et puis elles sont mitoyennes. Le service de de pédopsychiatrie est juste à côté du service de médecine légale, juste à côté vous avez le service de pédiatrie, pas loin vous avez le service de CCI, vous voyez, et tout ça c'est dans un seul hôpital. Donc la fiche de signalement comme une espèce d'expérience pilote, on la généralise sur le territoire national. Et comment procéder? C'est que le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Quand il reçoit une situation, il saisit le directeur de l'établissement par 2 courriers. Il va être un courrier anonyme sur lequel il dit, voilà, moi je signale une situation de maltraitance, alors qu'elle soit physique ou sexuelle, sur laquelle il ne met absolument rien concernant l'enfant pour des raisons sécuritaires. Bien sûr, et un deuxième courrier scellé, complètement scellé, que le directeur transmettra ou fera parvenir aux autorités judiciaires. Donc le document est complètement scellé. Mais ça, je ne sais pas si vous imaginez que vraiment ça... Vous, oui, en tant que professionnel, la lourde tâche que c'est. Ah oui, non, mais après, ça induit beaucoup de réticence, parce que les professionnels, les administrateurs ont signalé des réticences très légitimes, parce que ok, d'accord, moi je signale, mais comment je peux être sûre que je ne suis pas en train de disloquer une famille Oui, c'est... après, de toute façon... Après, si l'agression, vous imaginez, si l'agression est intrafamiliale, après... Non, ça c'est... On peut se dire, que va devenir l'enfant? Et tout à fait. Oui, qui c'est qui va récupérer l'enfant? Oui, c'est une lourde responsabilité, effectivement. Les gens ont peur d'être saisis, écoutés, réécoutés, réauditionnés, tout par les autorités judiciaires, parce que voilà. Et puis, j'ai envie de dire, des fois, parfois, simplement, les gens ont une réticence par rapport à des raisons sécuritaires. C'est-à-dire, bon, il y en a qui travaillent au centre, à côté d'une gendarmerie, la police, etc. Mais il y a des médecins qui sont isolés, qui sont, ouais. Donc, c'est un travail laborieux, et puis c'est un travail qui est toujours en réflexion. Tout à fait. Oui, effectivement, c'est très, très délicat. Très, très, très délicat. Ouais. Oui. En tout cas, ça bouge. C'est ça qui est la bonne nouvelle, c'est que ça bouge. Maintenant, voilà, il y aura des essais, il y aura c'est-à-dire, voilà, la question de l'enfant commence vraiment à susciter de l'intérêt, contrairement à... Oui. Il y a quelques années de cela. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. L'enfant est, en tout cas, au centre de plusieurs spécialités. Et voilà, je pense que la question de l'enfant suscite beaucoup d'intérêt. Maintenant, par rapport aux parents, quels conseils vous pourriez donner aux parents pour préserver leur enfant? Oui, alors, effectivement, pour la prévention, déjà, sur un sujet comme celui-là, il faut apprendre à aborder ce type de sujet avec les jeunes et avec les en utilisant les mots qu'ils comprennent et puis des mots adaptés à leur âge. C'est-à-dire que voilà, il faut que le sujet devienne moins tabou qu'il ne l'est. Déjà, moi, si j'ai un conseil préventif, c'est déjà celui-là. Hada لازم يكون comme une espèce de base. Voilà. Il faut déjà très tôt leur apprendre à ne pas parler aux inconnus dans la rue, ne pas accepter des bonbons, des chewing-gums. Oui, tout à fait. Il faut apprendre aux enfants quels sont les gestes autorisés, les gestes déplacés, très tôt. Il faut leur apprendre à respecter leur corps.
Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, leur faire comprendre qu'ils ont le droit de dire non Tout à à fait. certaines choses, même si la personne en face est une figure d'autorité. Voilà. En gros, Très bien. c'est un peu les conseils que je peux donner. Dire voilà, prévenir, éviter de parler bon, bien sûr, évite de parler des inconnus. De toute façon, je pense que tous les parents le font, et apprendre à l'enfant que le corps lui appartient surtout. Que l'autre n'a pas le droit de l'obliger à faire la bise, à faire ceci, à faire cela. Absolument. Déjà ça, si le parent intègre ça à l'enfant, c'est déjà énorme. Absolument. Très très bien, très très bien. En tout cas, je vous remercie infiniment, docteur Fatek Saha, pour toutes les réponses et comment vous nous avez éclairé sur ce sujet. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une autre thématique. Inch'Allah. Merci bien, docteur. Allez, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, sur SoundCloud, sur Google Podcast et Apple Podcast, et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.